Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, pour sauver la démocratie, doit-on réinventer l'impôt? Invité, le Français qui parle à l'oreille des candidats démocrates, Bernie Sanders et Elizabeth Warren, l'économiste Gabriel Zucman, professeur à l'Université de Californie à Berkeley, prix du meilleur jeune économiste en France, c'était en 2018. Après la richesse cachée des nations, centrée sur les paradis fiscaux, il co-signe aujourd'hui avec Emmanuel XVI le triomphe de l'injustice au seuil sur les nouvelles inégalités face à l'impôt. Bonjour Gabriel Zucman. Bonjour. Cap vers la présidentielle américaine du 3 novembre. Bernie Sanders qui a remporté la première primaire hier, celle du New Hampshire. Une victoire importante dans la course à l'investiture démocrate. This victory here is the beginning of the end for Donald Trump. Cette victoire, c'est le début de la fin pour Donald Trump. C'est un mouvement qui va de la côte Est à la côte Ouest et qui demande à ce que nous ayons enfin une économie et un gouvernement qui travaille pour nous tous, pas pour les riches contributeurs des campagnes. Mais notez bien qu'à ce stade de la campagne, nous nous mesurons à des milliardaires et des candidats financés par des milliardaires. Mais nous allons gagner parce que nous avons un programme qui répond aux besoins des travailleurs dans le pays. Les soins médicaux sont un droit, pas un privilège. Les riches et les puissants commenceront à payer leur juste part d'impôts. Les riches et les puissants commenceront à payer leur juste part d'impôts, disait hier Bernie Sanders, devant ceux qui ont voté pour lui dans le New Hampshire pour cette première primaire. Ce mouvement qui va de la côte Est à la côte Ouest ou de la côte Ouest à la côte Est et qui appelle à plus d'égalité, comme il le dit, Gabriel Zucman, à combien vous évaluez-vous cette juste part d'impôts à laquelle les riches et les puissants devraient commencer à se soumettre en la payant? C'est vrai que les grandes fortunes américaines aujourd'hui ne payent pas leur juste part d'impôts. Comment est-ce qu'on le voit si on essaie de prendre en compte l'ensemble des prélèvements obligatoires aux États-Unis? Ce qu'on voit, c'est qu'en moyenne, les Américains payent 28% de leurs revenus en impôts. Pour les classes populaires, c'est un tout petit peu moins de 28%, autour de 25%. Pour les classes moyennes, autour de 28%. Mais peu ou prou, tout le monde paye autour de 28%. La grande exception, c'est les milliardaires, les 400 plus grandes fortunes américaines, qui en 2018 ont payé 23% de leurs revenus en impôts. C'est-à-dire le taux effectif le plus faible, moins que les classes populaires, moins que les classes moyennes. Donc, pour le dire simplement, les milliardaires payent moins d'impôts que leurs secrétaires. Une norme de justice minimale, c'est à minima, il faut que le système fiscal ne soit pas régressif comme ça. D'accord ? Donc, au moins, il faut qu'ils payent autant que les autres. Et dans le contexte américain, où les inégalités de revenus et de fortune ont explosé et continuent d'augmenter, il faudrait en réalité que les taux d'imposition des plus riches soient significativement supérieurs à la moyenne si on veut espérer ne serait-ce que stabiliser l'évolution des inégalités économiques aux États-Unis. Donc cette juste part, elle se formalise comment? En un chiffre, en une idée? Vous la placez où? Non, moi je pense que c'est pas le rôle des économistes de dire voilà quel devrait être le taux d'imposition de telle catégorie de la population. C'est pas aux économistes de dire ça, c'est aux citoyens, aux électeurs de décider en votant et grâce aux débats parlementaires et démocratiques. Là où les économistes peuvent se montrer utiles, peuvent contribuer utilement au débat, c'est en fournissant des chiffres sur la réalité des inégalités, la réalité de la progressivité ou de la non-progressivité du système fiscal, et ensuite en jouant un rôle qu'on pourrait qualifier de plombier. Donc moi j'aime beaucoup cet article d'Esther Duflo, qui a gagné le prix Nobel récemment. Elle a un article qui s'appelle « L'économiste comme plombier », et je trouve que ça s'applique très bien aux questions fiscales. C'est-à-dire dans le système fiscal, des fois il y a des fuites.
il y a de l'évasion, il y a de l'optimisation, il y a de la concurrence fiscale. Et nous, les économistes qui s'intéressons à la fiscalité, on peut aider à fixer ces fuites. Hein. Voilà, colmater la brèche. Colmater la brèche, peut-être exactement. parfois même à réparer la machine en donnant des idées, en insufflant des idées à ceux qui peuvent les porter aujourd'hui et qui peuvent faire quelque chose. Qui peut aujourd'hui? Est-ce que c'est pas d'abord les hommes et les femmes politiques? Comment vont s'y prendre Bernie Sanders et Elizabeth Warren, qui sont aujourd'hui deux des candidats pour incarner le camp démocrate à la prochaine élection présidentielle? Il y a cette idée d'un impôt sur la fortune qui a ressurgi dans cette campagne. À quoi correspondrait cet impôt? Quelle est l'idée et pourquoi aujourd'hui ça ne se fait pas? Alors oui, c'est très intéressant ce qui se passe dans le cadre des primaires démocrates en ce moment. Bien sûr, l'impôt sur la fortune, c'est pas une idée nouvelle. Il a existé dans beaucoup de pays européens depuis le 19e siècle, en Suisse, dans les pays scandinaves, au Danemark, en Suède, en Allemagne, en France, jusqu'à ce qu'il soit aboli en 2017. Donc il y a une longue histoire, tradition d'imposition des fortunes. Ce qui est nouveau dans le contexte américain, c'est deux choses. D'abord, on parle d'imposition des très très grandes fortunes. Dans la proposition Bernie Sanders, cet impôt sur la fortune commencerait à 32 millions de dollars de patrimoine. Donc si vous avez 32 millions de patrimoine net de dette, vous payez zéro, et vous payez que si vous avez plus de 32 millions de dollars de patrimoine net. Dans la proposition d'Elizabeth Warren, cet impôt sur la fortune commencerait à 50 millions de dollars de patrimoine. En France, l'ISF, il commençait aux alentours de 1 million d'euros, comme dans les autres pays européens. Donc ça, c'est la différence numéro 1. Différence numéro 2, les propositions d'impôt sur la fortune qui sont formulées aux États-Unis sont plus progressives, avec des taux qui montent fortement quand on s'élève dans l'échelle des richesses. Dans le cas d'Elizabeth Warren, le taux va jusqu'à 6% sur les fortunes au-delà de 1 milliard de dollars. Dans le cas de Bernie Sanders, jusqu'à 8% sur les fortunes au-delà de 10 milliards de dollars. Alors pour bien comprendre ce que ça représenterait, un impôt sur la fortune de cette nature, imaginons qu'on applique la proposition Bernie Sanders au cas de la France. Donc imaginons qu'on recrée un ISF en France, on commence à 30 millions d'euros de patrimoine à un taux de 1%, puis ensuite 2% au-delà de 50 millions, etc. 8% au-delà de 10 milliards d'euros de patrimoine. Alors j'ai fait le calcul et ce que je trouve c'est qu'un ISF de cette nature rapporterait de l'ordre de 25 milliards d'euros par an de recettes fiscales, ce qui est 5 fois plus que l'ISF ancienne mouture rapportait. Et sur ces 25 milliards d'euros, il y aurait 13 milliards d'euros qui viendraient juste des milliardaires. Il y a une quarantaine de milliardaires français. Si on appliquait le barème Bernie Sanders, rien que paierait 13 milliards. Et au total, les Français avec plus de 30 millions d'euros de patrimoine paieraient 25 milliards d'euros par an. Ça, c'est pour la France. Et pour les États-Unis? Et pour les États-Unis, alors la concentration des fortunes est plus forte aux États-Unis qu'en France. Donc, on parle de recettes fiscales de l'ordre de 2% du PIB aux États-Unis, 2,5%, 3%. Donc, de recettes fiscales tout à fait substantielles. Ce qui est particulièrement important dans le contexte américain, parce que vous savez, l'État-providence américain, et comme Bernie Sanders le rappelait dans l'extrait que vous avez diffusé, est très lacunaire. En particulier, il n'y a pas d'assurance maladie universelle, manque d'accès à l'enseignement supérieur, etc. D'où l'idée de prélever l'impôt, de lever l'impôt plus massivement pour financer, entre autres, ce volet santé du programme des deux candidats. Alors, c'est intéressant ces mots, parce que quand on parle des riches en France, on voit à peu près de qui il s'agit. On a l'impression que les mots ne suffisent plus avec les États-Unis et qu'il faut parler de super ou d'ultra riches, voire comme Elizabeth Warren de bazillionnaire pour qualifier ces grandes fortunes américaines. Un impôt sur la fortune, donc, qui fait quand même débat aux États-Unis, un débat qui monte, mais pas sans friction, pas sans tension. Vous êtes vous de ceux qui êtes partisans d'un nouvel impôt, de plus de justice fiscale, accusé de vouloir saccager le rêve américain. Les démocrates américains, est-ce qu'ils ont, à vos yeux, un problème, voire une haine des riches ? Alors, je crois que c'est un contresens de dire qu'un impôt de ce type saccagerait le rêve américain. En réalité, ce serait un retour
a une tradition américaine de justice fiscale et de progressivité fiscale. Et ce qu'on essaie de faire dans ce livre, Le triomphe de l'injustice, c'est d'aider les gens du monde entier, les Américains, mais aussi les Français, les gens du monde entier à renouer avec cette tradition de justice fiscale qui a dominé aux États-Unis des années 30 aux années 1980. Donc pour résumer, des années 30 à la fin des années 70, le taux marginal d'imposition sur les plus hauts revenus était en moyenne de près de 80%. Le taux marginal d'imposition sur les plus hautes successions aussi s'approchait de 80%. Les bénéfices des grandes entreprises étaient imposés à 50%. J'aimerais rappeler le célèbre discours de Franklin Delano Roosevelt au Congrès en 1942. FDR va au Congrès et il dit en substance « Écoutez, moi je pense qu'aucun Américain ne devrait avoir un revenu après impôt de plus de 25 000 $ de l'époque, ce qui est 1 million de dollars d'aujourd'hui. Je propose donc de créer une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu avec un taux de 100% au-delà de 25 000 $ sur toutes les formes de revenus. » Alors là, les parlementaires américains hésitent un petit peu, ils se disent 100%, bon c'est beaucoup, mais enfin ils se mettent d'accord sur 93%, c'est pas très loin de 100%, et ce taux de 93% est gardé ensuite dans les gouvernements successifs de Truman, d'Eisenhower, donc y compris par des républicains jusqu'aux années 60, et donc on voit avec cet épisode que les États-Unis se sont approchés plus qu'aucune autre démocratie de la notion d'un revenu maximal légal. Parce que dire on taxe à 100% tout ce qui est au-delà d'1 million de dollars, c'est précisément dire il y a un revenu maximal légal d'1 million de dollars. Et ça, c'est une idée et une tradition qui est spécifiquement américaine. La France n'a jamais eu de taux marginaux supérieurs d'imposition de 93%, n'a jamais taxé les grandes successions à 80%. Ça n'a jamais existé en France ni en Europe continentale, mais c'est une tradition spécifiquement américaine. Et les Américains ont été des pionniers en matière de justice fiscale, premiers à mettre en œuvre des grandes transformations fiscales. Vous montrez aussi à quel point ça peut être parfois extrêmement rapide de rétablir un impôt et de voir l'effet que ça peut avoir. Hein. Alors oui, il faut comprendre pourquoi les États-Unis ont été pionniers en matière de progressivité, d'où ça vient au fond. Et pour comprendre d'où ça vient, il faut remonter, je crois, à la Révolution américaine. De la Révolution américaine jusqu'au moins à la Première Guerre mondiale, au milieu du XXe siècle, les États-Unis se pensaient en réaction contre l'Europe. C'est très clair dans la Révolution américaine, en réaction contre l'Europe monarchique, aristocratique, ou pour le dire autrement, l'Europe, pendant très longtemps, a été perçue par les Américains comme un espèce d'anti-modèle, oligarchique et trop inégalitaire. Et la crainte des États-Unis, c'était de se transformer en vieille Europe inégalitaire. Et on voit cette crainte s'exprimer dans les écrits des pères fondateurs. Donc, par exemple, si on regarde James Madison, qui est le père de la Constitution américaine, qui pourtant est un héros pour les conservateurs d'aujourd'hui, pour les républicains d'aujourd'hui. James Madison, il écrit à la fin du XVIIIe siècle que le rôle des partis politiques, ça doit être d'empêcher l'accumulation immodérée de richesses par quelques-uns. Il écrit que, en substance, la richesse, c'est le pouvoir, et donc une concentration trop extrême des richesses, c'est une concentration trop extrême des pouvoirs. Du pouvoir économique, bien sûr, mais aussi du pouvoir politique, du pouvoir d'influencer les politiques publiques, du pouvoir d'influencer l'idéologie, en créant aujourd'hui des fondations, des think tanks, en achetant des médias ou en créant des médias. Et donc, pour préserver la démocratie, les institutions républicaines, il faut mettre une limite à l'accumulation de richesses extrêmes. Et ce que les États-Unis ont fait pendant au moins la moitié du XXe siècle, ils ont été très loin dans l'utilisation du système fiscal pour réguler les inégalités et pour essayer, autant que faire se peut, de concilier l'économie de marché, le capitalisme d'un côté, et la démocratie, les institutions républicaines de l'autre. Ce qui est passionnant dans cet essai et ce retour aux sources que vous faites avec Emmanuel Saez, Gabriel Zucman, Le triomphe de l'injustice, c'est que vous revenez sur cette longue histoire. Et c'est vrai que pour des générations comme la nôtre, qui avons grandi, été biberonnés au discours de Margaret Thatcher ou de Ronald Reagan, on a vraiment en tête cette phrase américaine, cette philosophie que l'État n'est pas la solution à notre problème,
que l'État est le problème. Ça vient des années 80. Vous vous rappelez que jusqu'aux années 80, jusqu'à Reagan, le consentement à l'impôt, il était acquis. Beaucoup, aujourd'hui, en pensent autant de l'impôt, qui semble être un gros mot aux États-Unis. On se souvient de cet échange, c'est anecdotique, mais je vous le repasse quand même, entre Hillary Clinton et Donald Trump pendant la campagne présidentielle de 2016, où le futur président républicain se vantait d'échapper à l'impôt. Maybe he doesn't want the American people, all of you watching tonight, to know that he's paid nothing in federal taxes, because the only years that anybody's ever seen were a couple of years when he had to turn them over to state authorities when he was trying to get a casino license, and they showed he didn't pay any federal income tax. That makes me smart. Voilà, Hillary Clinton pointe le fait que Donald Trump ne paye pas d'impôts, qu'il échappe à l'impôt, et sa réponse à lui tient en 3 mots, c'est parce que je suis intelligent, je suis smart, j'ai réussi à y échapper. Comment, dans un pays comme les États-Unis, un futur président peut se vanter d'échapper à l'impôt, de passer à côté, volontairement et consciemment en plus, et comment ça peut être accepté ? Alors là, dans cette réponse « That makes me smart », ça veut dire que je suis malin, Donald Trump s'inscrit complètement dans la lignée, dans la continuité de la philosophie réganienne. Donc Ronald Reagan... lui, quand il rentre à la Maison-Blanche, son premier grand discours au Congrès, il dit, voilà, le gouvernement n'est pas la solution à votre problème, le gouvernement est le problème, et l'impôt, c'est un racket permanent. Dans l'idéologie réganienne, c'est l'individu qui doit maximiser ses profits à lui et les impôts pour les agents économiques, les individus, les entreprises, c'est rien d'autre qu'une forme de vol légalisé. Et si on peut y échapper en faisant de l'évasion fiscale, de l'optimisation fiscale, tant mieux, c'est une bonne chose, c'est très bien. Moins vous payez et mieux le pays va s'emporter. Cette idéologie, effectivement, a triomphé à partir des années 80 et était une rupture absolument phénoménale par rapport à ce qui avait prévalu dans les 50 années précédentes. Là où Reagan dit le gouvernement n'est pas la solution, le gouvernement est le problème, Roosevelt faisait exactement l'inverse. C'est-à-dire que Roosevelt, lui, en même temps qu'il crée ces institutions fiscales très progressives, ces taux marginaux supérieurs très élevés, il passait son temps à aller à la radio pour expliquer aux Américains à quel point c'était important de payer ses impôts. Que les impôts, c'était le prix à payer pour avoir une société civilisée. Et il aimait bien aussi s'attaquer parfois très frontalement aux fraudeurs, aux grandes fortunes qui ne payaient pas assez, à coups d'auditions parlementaires en particulier. Et c'est ça, avec cette approche-là, il a créé les normes sociales finalement pro-impôts qui ont permis à la fiscalité progressive américaine de bien fonctionner pendant toutes ces décennies. C'est-à-dire qu'avec ces normes sociales qui venaient du sommet, les Américains se disaient bah oui, je dois payer des impôts, c'est ça qui est attendu. Et ce qu'arrive à faire Reagan, c'est détricoter tout cela. Et c'est à partir du tournant réganien qu'on voit l'industrie de l'optimisation fiscale, l'industrie de l'évasion fiscale se développer. En fait, cette industrie était très fortement régulée avant, n'hésitez pas. Et à partir des années 80, tout d'un coup, elle explose. Alors, est-ce que Reagan et aujourd'hui Trump ont gagné cette bataille de l'opinion ? C'est-à-dire, est-ce que la majorité des Américains pensent comme Donald Trump que l'impôt, c'est du vol ? En d'autres termes, est-ce que les mesures avancées aujourd'hui par Bernie Sanders et Elizabeth Warren, est-ce que l'idée d'un impôt sur la fortune ou d'augmenter l'impôt est une mesure impopulaire ? Alors, quand on regarde les sondages d'opinion qui sont faits aujourd'hui, ce qui est très frappant, c'est que quand on demande aux Américains « Est-ce que vous pensez que les riches payent suffisamment d'impôts ?» En majorité, ils répondent non. « Est-ce que vous pensez que les grandes sociétés multinationales payent suffisamment d'impôts ?» La majorité d'Américains répond non. Les propositions d'impôts sur la fortune type Bernie Sanders, Elizabeth Warren ont aussi fait l'objet d'un certain nombre de sondages et une écrasante majorité de l'électorat semble soutenir ces idées. Par exemple, quand on demande aux Américains « Est-ce que vous soutenez l'idée d'un impôt sur la fortune au-delà de 50 millions de dollars, comme dans la proposition d'Elizabeth Warren ?» 70% des électeurs démocrates répondent oui. Mais ce qui est plus intéressant encore, plus de 50% des électeurs républicains et des indépendants disent oui.
Donc il y a un ras-le-bol en fait dans l'électorat américain face à l'injustice fiscale et plus généralement une fatigue face à la montée des inégalités et à la dérive quasi-oligarchique qui a mené Donald Trump au pouvoir. Il y a une véritable volonté de reprise en main dans une majorité de l'électorat américain. Et les riches, ils en pensent quoi de cette mesure? Beaucoup préfèrent aujourd'hui encore transmettre via leur fondation. On a pas mal parlé de cet appel d'une centaine de millionnaires et milliardaires, majoritairement des Américains, publié au forum de Davos. Appel à payer plus d'impôts pour combattre les inégalités, 2 jours après le rapport de l'ONG Oxfam en janvier dernier qui montrait à quel point le fossé était en train même plus de se creuser mais d'exploser. Ils se présentent comme des patriotes. Ils insistent sur un point, une idée que vous semblez partager, Gabriel Zucman. Il qualifie de substitut inadéquat de l'investissement gouvernemental la philanthropie. C'est-à-dire cette idée que la philanthropie ne pourra jamais remplacer l'impôt. Vous êtes d'accord avec ça ? Je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Donc il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes là-dedans. C'est vrai qu'il y a un petit groupe de millionnaires, de milliardaires, qui s'appelle les millionnaires patriotiques, qui disent haut et fort, nous on veut payer plus d'impôts. Et c'est un mouvement intéressant, mais il faut bien se rendre compte que c'est quand même un mouvement très minoritaire au sein des ultra-riches américains. Quand on regarde les 600 milliardaires américains, 90%, une grande majorité, en réalité, se battent bec et ongle pour essayer de minimiser leur facture fiscale. Parfois en allant très loin, c'est-à-dire en créant des réseaux de fondations, de think tanks, de médias, de journaux qui vont diffuser cette idéologie réganienne anti-impôt. Et par exemple, les frères Koch, les Koch brothers, les célèbres Koch brothers, pendant les élections de mi-mandat de 2018, ils ont carrément dépensé 20 millions de dollars en campagne publicitaire pour expliquer au bon peuple américain que la réforme fiscale de Donald Trump, qui avait baissé l'impôt sur les sociétés de 35% à 21%, n'était pas du tout un cadeau fait aux grandes entreprises ou aux actionnaires, mais en fait était très bonne pour les travailleurs, pour les salariés ordinaires. Donc ils n'hésitent pas à dépenser à coups de millions de dollars pour défendre les baisses d'impôts Reagan-Trump. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est cette question de la philanthropie, c'est vrai, est très intéressante. La façon dont ces milliardaires qui combattent l'impôt essayent de justifier leur position, et effectivement, en disant non, ne nous taxez pas. Nous, on va donner nos fortunes à des œuvres philanthropiques et c'est très bien comme ça. Alors le problème, évidemment, la philanthropie, c'est bien, mais le problème, c'est quand même une régression démocratique très forte parce que ça revient en substance à dire laissez-nous décider des priorités en matière d'investissement. Alors, est-ce qu'il faut combattre la malaria ou telle autre maladie? Est-ce qu'il faut investir dans l'école ou plutôt dans la santé, dans tel pays ou dans tel autre? Ce qui est un retour, si vous voulez, à ce qu'on avait pu connaître dans l'Angleterre victorienne du 19e siècle. On a fait des progrès depuis. On pense que ces décisions d'investissement, il faut plutôt, dans l'ensemble, qu'elles soient prises par un débat parlementaire, collectif, et démocratique plutôt que de laisser les ultra-riches décider. Ça s'appelle l'oligarchie. Et bon, moi, en tout cas, je préfère la démocratie. Invité jusqu'à 13h30, l'économiste Gabriel Zucman, co-auteur avec Emmanuel Saez du Triomphe de l'injustice, richesse, évasion fiscale et démocratie, qui paraît au seuil. Il est 13h18 sur France Culture. France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Le triomphe de l'injustice, c'est compliqué d'en parler sans parler d'abord ou aussi en parallèle du triomphe de l'évasion fiscale sur ces dernières années. C'est d'ailleurs un argument dont on vous parle souvent, évasion fiscale ou partir. Est-ce que les grandes fortunes vont accepter sans mot dire ou faire leur valise pour d'autres contrées plus clémentes avec leur fortune dans leur bagage? Et le pays, les États-Unis, puisque c'est l'exemple qu'on décline depuis tout à l'heure, mais on pourrait parler de la France ou d'autres pays de l'Union européenne, on pourrait parler aussi de l'Irlande. Est-ce que ces pays, s'ils montent leurs impôts, vont rester attractifs? Il y a 4 ans, Apple s'est vu infliger une amende record par la Commission européenne. La firme à la pomme américaine doit rembourser 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux à l'Irlande, amende que la firme conteste. Ça, c'est normal, sauf que cette somme, l'Irlande elle-même n'en veut pas. Pourquoi ?
3 ans après, Apple revient à la charge. Le géant américain a pris son mal en patience depuis la sanction record infligée par la Commission européenne. Mais l'affaire est désormais devant le tribunal de l'Union européenne à Luxembourg et le géant américain entend faire annuler l'amende historique. En 2016, la Commission lui avait demandé de rembourser 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux à l'Irlande, une somme dont l'Irlande elle-même dit ne pas vouloir car elle fait de son attractivité fiscale un aimant à grands groupes internationaux et craint de perdre le filon. Pour Bruxelles, les 13 milliards d'euros correspondent aux impôts dont Apple aurait dû s'acquitter auprès de Dublin sur une dizaine d'années et constituent donc une aide d'État déguisée. Voilà, une concurrence par le bas, des pays en Europe qui rivalisent pour attirer les grandes entreprises en proposant des taux d'imposition très bas sur les sociétés. Comment éviter cet engrenage, Gabriel Zucman? Alors je pense qu'on peut et qu'on doit l'éviter. Pour le dire simplement, si la mondialisation reste synonyme d'impôts toujours plus bas pour ces grands gagnants, c'est-à-dire les sociétés multinationales et ses actionnaires, et en même temps des taxes plus élevées pour ceux qui bénéficient pas beaucoup ou parfois pâtissent de la mondialisation, les petits commerces, les retraités, les travailleurs à bas salaire, cette forme de mondialisation-là, elle n'a pas grand avenir. Elle n'est pas soutenable ni économiquement, ni politiquement. La bonne nouvelle, c'est que la mondialisation telle qu'on l'a connue jusqu'à aujourd'hui, c'est que n'est qu'une forme possible de mondialisation parmi bien d'autres. Donc aujourd'hui, les pays se font concurrence à coup de baisse d'impôts, mais ils pourraient se faire concurrence plutôt en investissant pour avoir les meilleures infrastructures, les meilleurs services publics, la main-d'œuvre la plus productive, donc en ayant les meilleures universités. Là, vous êtes un peu idéaliste. Alors tout l'enjeu, c'est comment on bascule de la course au moins 10 ans vers la course au mieux 10 ans. Et dans le livre, on essaye d'expliquer concrètement comment on peut le faire. Et c'est tout à fait faisable. Et comment tout le monde y bascule. Parce que c'est comme ça qu'il faut comprendre aussi la peur panique de l'Irlande. C'est d'être le seul dans cette situation-là. La peur de voir ces investisseurs ou ces grandes entreprises, ces multinationales quitter son territoire, perdre son avantage. Oui, il faut que tout le monde y bascule. Alors, évidemment, la meilleure façon pour que tout le monde y bascule, c'est d'avoir un accord international, d'harmonisation fiscale. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et tout le monde aimerait des accords internationaux. La question, c'est comment on arrive à forger ce type d'accord, comment on arrive à créer de l'harmonisation, de la coordination internationale. Et moi, je pense que de façon peut-être un peu paradoxale, la façon concrètement d'arriver à l'harmonisation, à la coordination, c'est parfois, souvent en prenant des mesures unilatérales et en montrant l'exemple. Donc, je vais vous donner un exemple concret, moi, qui m'a beaucoup frappé, c'est la question du secret bancaire. Il y a 10 ans, il y avait un secret bancaire parfait en Suisse, au Luxembourg, aucun échange automatique d'informations entre les banques des paradis fiscaux et les autorités fiscales étrangères. Et puis, quand on disait à l'époque, je me souviens, c'est quand je commençais mes études d'économie, il faudrait que ces institutions financières communiquent leurs informations à Bercy, au fisc étranger, on répondait « Ah non, c'est impossible, comment voulez-vous, la Suisse a le droit de choisir ses lois, elle a le droit à son secret bancaire. » Ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis, en 2010, ont tapé du poing sur la table. Le président Obama a dit aux banques suisses « Envoyez-nous la liste de vos clients, toutes vos informations sur les contribuables américains, sinon vous allez faire face à des sanctions économiques bien précises, en l'occurrence une taxe de 35% sur tous les paiements d'intérêts et de dividendes provenant des États-Unis. » Et sous la menace de ces sanctions, ce qui s'est passé, c'est que les banquiers suisses ont accepté de coopérer, et les autres pays se sont engouffrés dans la brèche, et comme ça, en quelques années, une nouvelle forme de coopération internationale a vu le jour. Maintenant, il y a un échange automatique international de données bancaires entre tous les paradis fiscaux et l'essentiel des administrations fiscales étrangères, pas que les États-Unis, aussi la France, l'Allemagne, etc. Oui, mais sauf qu'en parallèle, Bermuland, comme vous le nommez, ou ce pays, presque imaginaire et pourtant bien réel, continue, lui, à exister. Ce triomphe mondial du marché de l'évasion fiscale, le rôle des Bermudes dans le livre, vous le détaillez, notamment à travers l'exemple et la place confortable que Google s'y est faite. C'est un trou dans la raquette. Il faut appliquer la philosophie que je décrivais précédemment, prendre des mesures parfois unilatérales, appliquer des sanctions économiques et financières pour faire des progrès en matière de taxation des entreprises multinationales. Donc concrètement, la France, demain, pourrait dire nous allons collecter le déficit fiscal des multinationales. Si une entreprise paye trop peu, par exemple, on va définir une norme de justice fiscale, on va dire
toute entreprise devrait payer au moins 25% d'impôts dans chaque pays où elle a des activités. Et la différence entre ce qu'une entreprise paye et ce qu'elle devrait payer si elle payait bien 25%, c'est le déficit fiscal. Et la France pourrait dire, nous, on va collecter ce déficit fiscal. Pour les entreprises dont le siège est en France, on collecte 100% de ce déficit fiscal. Pour les entreprises étrangères, mettons Apple par exemple, mettons qu'Apple a un déficit fiscal de 20 milliards d'euros, la France pourrait dire, si Apple fait 10% de ses ventes en France, 10% de son chiffre d'affaires mondial est en France, on va collecter 10% du déficit fiscal d'Apple. Prendre des mesures unilatérales comme ça, c'est possible, et moi je pense que ça peut faire tache d'huile assez rapidement. C'est-à-dire que si on peut démontrer que oui, il est possible de faire payer plus d'impôts aux entreprises qui aujourd'hui payent trop peu, les autres pays vont se rendre compte, vont s'engouffrer dans la brèche, comme ça s'est passé pour le secret bancaire. Ils vont se dire, si la France le fait, c'est ce qu'a essayé de faire la France avec sa taxe GAFA. Oui, mais à un niveau trop modeste. Alors, c'est une initiative que je salue, mais qui est trop limitée parce qu'elle est que sur le secteur du numérique, alors que la délocalisation des bénéfices dans les paradis fiscaux, c'est un phénomène généralisé qui concerne tout aussi bien la finance, l'industrie pharmaceutique, l'automobile, etc. Donc il n'y a aucune raison de s'attaquer que au numérique. Le problème d'autant plus, c'est qu'il se trouve que le numérique est dominé par des grandes entreprises américaines, et donc ça a ouvert un boulevard à Trump pour ensuite dire « Oh là là, c'est une attaque contre les États-Unis, et donc on va riposter en mettant des tarifs douaniers sur le vin français, etc. » Ça, c'est une grave erreur. Il aurait bien mieux fallu dire « Non, on va prendre une approche d'ensemble, toutes les entreprises, quel que soit leur secteur, si elles ont un déficit fiscal, on va collecter davantage d'impôts en France. » Voilà, mais il y a encore un déni ou un silence sur cette question. C'était le coup de gueule de l'historien Rutger Bregman à Davos. Personne ne parle du problème de l'évasion fiscale. C'est comme si j'étais invitée à une conférence de pompiers, mais qu'on n'avait pas le droit de parler d'eau. Voilà, ça parlera au plombier que vous êtes, Gabriel Zucman, puisque c'est aussi comme ça que vous définissez le rôle de l'économiste. La France, on l'entend, avec la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune décidé par Emmanuel Macron, serait à contresens de l'histoire, ce cadeau aux riches, comme beaucoup lui ont reproché. Le président Macron s'était engagé à évaluer l'impact de cette suppression sur l'économie française en 2020, avec ce pari qui était de favoriser l'investissement. Visiblement, vous n'y croyez pas. Et on va passer à l'étape d'après, puisqu'il nous reste 2-3 minutes, les enjeux démocratiques, parce qu'ils sont quand même aussi au cœur de votre essai, ils sont très importants. Si cette injustice perdure, quel risque pour la démocratie à vos yeux, Gabriel Zucman ? Le risque, c'est d'abord que la mondialisation disparaisse. C'est le risque du repli protectionniste, identitaire, nativiste. On voit d'ailleurs que les deux pays qui ont été le plus loin dans essayer de mettre en application la théorie du ruissellement, donc les États-Unis bien sûr, puis aussi le Royaume-Uni, sont les deux pays où on voit 30 ans après, 40 ans après, les réactions nativistes et protectionnistes les plus fortes. Donc c'est ça le risque principal. Et aussi, si les élus, les institutions, les décideurs publics continuent à mettre en œuvre un système fiscal qui prend moins en proportion aux plus riches qu'il ne prend aux classes populaires et aux classes moyennes, le risque c'est celui d'un désamour vis-à-vis de la démocratie et des institutions républicaines. Philippon, Duflot, Piketty ou encore vous, quelques noms d'économistes français qui brillent aux États-Unis. Comment les économistes français, dont on loue aujourd'hui le succès américain, pourraient imposer leurs idées, leurs vues là-bas? Parce qu'on est aussi dans une bataille des idées, et vous le dites, Gabriel Zucman, au cœur du capitalisme, dans ce pays qu'est les États-Unis, alors qu'ils ont échoué en France. Et on pense notamment à Thomas Piketty avec son socialisme participatif, qui s'était engagé dans la dernière campagne. C'est là où vous en revenez à l'idée qu'il faut une collaboration, il faut que toutes ces idées avancent en parallèle sur chaque point du continent, des continents. J'insiste aussi sur le fait que nous, on essaye de raviver la tradition proprement américaine. Parfois, des réactions qu'on a eues, c'était « Oh, c'est les communistes, les socialistes français qui viennent importer leurs recettes qui ont échoué aux États-Unis ». Contresens absolu. C'est au contraire, on essaye de dire aux Américains, regardez, votre propre histoire, qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Comment on peut moderniser cette tradition de justice fiscale qui a triomphé aux États-Unis pendant si longtemps et l'appliquer au monde d'aujourd'hui. Voilà, et vous reviendrez l'importer ici alors après, peut-être.
Merci beaucoup à vous, Gabriel à vous. Zucman. Je rappelle le titre de cet essai que vous co-signez avec Emmanuel Saez, économiste également. Le triomphe de l'injustice, richesse, évasion fiscale et démocratie. Le livre vient de paraître au Seuil. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table. À Bruno Barada et Jean-Christophe Brianchon avec Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées. À Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table culture. Merci à Philomène Villard et à Marceau Vassy pour leur aide précieuse. À la réalisation aujourd'hui, c'était Éric l'Ancien.